Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Terre pour comprendre ce qui se cache sous nos pieds, les roches qui forment le socle même de nos continents. Regardez cette roche. À première vue, elle a l'air assez banale, n'est-ce pas? Et pourtant, son histoire est une véritable épopée de feu, de pression et de temps. La question c'est comment une simple pierre peut-elle nous raconter la naissance de toute une chaîne de montagnes? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, avant toute chose, il faut bien saisir l'échelle dont on parle. Le granit, ou pour être plus précis, la grande famille des granitoïdes, ce n'est pas juste une roche parmi d'autres. Non, non, c'est le fondement même de notre monde. En fait, ces roches constituent l'essentiel de la masse terrestre sur laquelle on vit. Quand on parle de la croûte continentale, en réalité, on parle en très grande partie de ces roches. Elles sont, littéralement, le plancher sur lequel tout repose. Donc, la grande question, c'est d'où viennent ces quantités absolument colossales de roches? Eh bien, la réponse, elle se trouve très profond dans ce qu'on pourrait appeler les forges tectoniques de la Terre. Pour faire simple, il y a deux recettes principales pour créer du magma granitique. La première, c'est quand une plaque océanique plonge sous un continent. La chaleur et la pression deviennent tellement intenses que ça fait fondre la croûte. L'autre scénario, c'est quand deux continents se percutent, un peu comme ce qui a formé l'Himalaya. Là, la croûte s'épaissit, s'enfonce et finit par fondre par le bas. Et ce processus de fusion de la croûte, ça porte un nom, l'anatexie. C'est vraiment le moment clé où la roche, qui était solide, soumise à des conditions extrêmes, redevient liquide et se prépare à commencer son long voyage. Une fois que le magma est formé, il ne reste pas tranquillement sur place. Non, il commence une lente ascension à travers la croûte. On peut imaginer ça comme un système de plomberie souterrain, mais à une échelle gigantesque. Voilà un aperçu de ce réseau souterrain. Le magma ne monte pas en ligne droite, pas du tout. Il va s'infiltrer dans des fractures, s'étaler entre des couches de roches ou même former d'énormes réservoirs. C'est un vrai labyrinthe qui se met en place sous la surface. Le terme général pour parler de ces masses de magma, une fois qu'elles ont refroidi et sont redevenues solides, c'est un pluton. Donc toutes les formes qu'on vient de voir, les réservoirs, les fractures remplies, ce sont des types de plutons. Et chacun a son petit nom et son histoire. Parmi les formes les plus classiques, on a les sills et les dikes. La différence est simple mais super importante. Un sill, c'est concordant, c'est-à-dire qu'il se glisse entre les couches de roches existantes parallèlement. Un dike, lui, est discordant. Il coupe à travers les couches. Souvent, les dikes, ce sont un peu les tuyaux qui alimentent les sills. Et puis, il y a les géants, les batholithes. Là, on parle de chambres magmatiques immenses, des plutons qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres carrés. Ce sont les racines profondes des grands événements géologiques, comme la formation des Andes, par exemple. Et tout ça, ce ne sont pas que des dessins. Dans le monde réel, ça donne des formations assez incroyables. On peut observer des essaims de dikes, des réseaux entiers de fractures remplies de magma, et parfois, l'érosion met à nu un seul de ces dikes qui se dresse alors comme un mur de pierre au milieu du paysage. Mais le voyage physique du magma, ce n'est que la moitié de l'histoire. Une fois qu'il a refroidi, le granit garde en lui des indices précieux sur son origine. Sa composition chimique, c'est une véritable carte d'identité. Pour lire cette carte, les géologues ont des outils, comme ce diagramme. Pensez-y comme un livre de recettes. En fonction des proportions des trois ingrédients principaux, quartz, feldspathe alcalin et plagioclase, on peut donner un nom précis à la roche et commencer à déchiffrer son histoire. Et c'est ça le point absolument crucial. La composition chimique d'un granit, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un message direct de son lieu de naissance, à des kilomètres sous la surface. Et c'est vraiment la clé pour tout comprendre. C'est pour cette raison qu'on a développé des systèmes comme la classification SIAM. Elle permet de lire la signature chimique d'un granit pour savoir exactement quel type de roche a fondu à l'origine, et donc dans quel contexte tectonique il est né. Prenons les deux types principaux liés à la formation des montagnes. Les granites de type I, pour igné, viennent de la fusion de roches ignées plus anciennes. C'est ce qu'on trouve par exemple dans la Sierra Nevada en Californie, le vestige d'un ancien arc volcanique comme les Andes. A l'inverse, les granites de type S, pour sédimentaires, eux naissent de la fusion de roches sédimentaires. Ils racontent une histoire de collision continentale, comme celle de l'Himalaya. Au final, on a deux granites, mais deux histoires de montagnes radicalement différentes. Et c'est en assemblant tous ces éléments, de la fusion à la chimie, qu'on peut enfin reconstituer toute l'histoire de la formation d'un continent. On peut résumer ça en un cycle en 4 étapes. Tout commence dans la forge tectonique. Le magma entame ensuite son voyage vers le haut. Il se solidifie en profondeur et emprisonne pour toujours sa signature chimique.
Et enfin, des millions d'années plus tard, l'érosion expose cette roche à la surface et nous permet de lire son histoire. Alors, la prochaine fois qu'on verra un bâtiment en granit ou même un simple rocher en balade, il faut y penser. Ce n'est pas juste une pierre, c'est une archive. C'est le témoignage de force qui dépasse l'imagination. C'est un chapitre de l'histoire même de la Terre. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si chaque roche raconte une histoire, quelle saga épique est en train de se dérouler, en silence, juste sous nos pieds, en ce moment même ?